يعطيكم الصحة. Merci pour l'invitation, merci d'être là. C'est pas on peut toujours donc voilà, je vais parler parce que parler de freination de la myopie c'était trop limité comme sujet, donc on va parler de myopie en général, pas seulement de l'enfant, on va se faire des petits rappels qui m'accadent. Bien sûr, encore une fois, des répétitions pour vous dire que c'est devenu un vrai problème de santé publique, la myopie, tout à fait, et qu'actuellement, c'est le trouble réfractif le plus fréquent. Je reprends tes chiffres, Nédé, je ne sais pas si c'est le même d'ailleurs, 2,5 milliards de personnes en 2020, donc deviendraient myopes, donc ça fait un grand marché finalement pour Cléo peut-être. Et voilà, et actuellement l'OMS reconnaît la myopie forte comme l'une des premières causes de cécité illégale, avec, comme on le sait, des conséquences médicaux, socio-économiques très importantes. Il y a les chiffres en Afrique et au Moyen-Orient pour vous dire qu'en 25 ans, il y aura quand même 53 millions peut-être de myopes dans nos pays. Alors, ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la physiopathogynie, elle est discutée. Je reprends un peu ce qui a été dit. D'abord, l'environnement, le mode de vie. De plus en plus, c'est un phénomène qui semble avoir de plus en plus d'importance dans la physiopathogynie de la myopie. Donc, quand on passe plus de 3 heures sur un écran, moins d'1 heure et demie à l'extérieur, on a 2,6 fois plus de risques de faire une myopie. Le défocus hypermétropique périphérique que nous a expliqué donc Nédé, tout ceci va, et puis les facteurs certainement héréditaires vont faire qu'il y a un signal myopigène entraînant une cascade de réactions biochimiques avec des modifications tissulaires au niveau de la sclère, augmentation de la longueur axiale du globe et installation d'une myopie. Donc on retient tout de suite qu'il faut limiter les efforts d'accommodation et s'adapter à la vision prépondérante. Bien sûr, on n'oubliera pas la prédisposition génétique. Quand vous avez un parent qui est myope, vous avez 2 fois plus de risques d'être myope que le petit voisin. Et quand c'est les deux, l'enfant a 5 à 6 fois plus de risques d'être myope. Ceci est très important pour la prise en charge des petits d'une façon générale. Et nous verrons que nous allons commencer toujours, bien sûr, par interroger les malades. Alors, ce qui se passe dans la myopie, nous le savons tous, c'est qu'il y a des rayons parallèles qui arrivent de l'infini, se croisent en un plan image qui se situe en avant de la rétine lorsque l'accommodation est relâchée. Donc, quand on regarde un objet qui est placé au loin, l'image va être nette dans le vitré et il y aura un cercle de diffusion sur la rétine, donc une image qui n'est pas nette sur la rétine. Le punctum rhématum se situe à une distance finie du globe oculaire qui est inversement proportionnelle à la valeur de la myopie en dioptrie. Donc on a une mauvaise acuité visuelle de loin. Le punctum proximum est plus proche chez le myope, donc c'est pour cela qu'on a l'avantage de la vision claire. Donc ceci va entraîner un avantage important dans la vision de près, et le parcours d'accommodation est très réduit chez le myope. Donc l'acuité visuelle est réduite, mais également la sensibilité au contraste est diminuée. Et nous savons tous que nous regardons, je me rappelle que les grands physiologistes de la vision disaient « nous regardons par le contraste ». Si tout était blanc, ou tout était noir, ou tout était rouge, ou tout était vert, nous ne pourrions pas voir. Donc nous regardons par le contraste, et la sensibilité au contraste est également diminuée chez les myopes. Les seuils de vision sont détériorés sous les faibles et fortes luminosités, et donc il y a une faiblesse dans la capacité d'adaptation à différents niveaux lumineux. Donc ces petits ne sont pas gâtés par la nature, n'est-ce pas, avec en plus un allongement du temps de récupération après aiguisement. Alors, les particularités du myope, c'est qu'en lunettes, la correction doit être complète en lunettes. Souvent, elle est mal tolérée parce qu'il y a des effets prismatiques. Quand on prescrit une nouvelle correction, le plus souvent, ou alors parfois, elle est rejetée parce qu'il y a perturbation de la taille, de l'aspect des images. Ils ont des difficultés à s'adapter, sans oublier, bien sûr, tous les problèmes de phorie qu'ils pourraient avoir et qu'on peut révéler par une nouvelle correction optique. Donc, il faut tenir compte de la distance vers œil. Il y a une variation significative de la valeur de la prescription.
Plus le verre est proche et moins donc on prescrira, donc moins la puissance sera importante. Il y a un dédoublement périphérique des images au bord des verres, une diminution de la taille des images avec le verre négatif et besoin donc en grossissement. Et c'est ici l'intérêt des lentilles de contact par rapport au verre de lunettes. Donc finalement, que faire? C'est pour cela que cette idée de lutter contre la progression de la myopie devient finalement, c'est à la mode, c'est une mode, tout le monde en parle. D'ailleurs, à la STFO, partout cette année, il y avait des documents sur la freination, entre guillemets, de la myopie. Je suis désolée, je reste sceptique. Donc, l'objectif serait de garder la myopie inférieure à 3 dioptries et une longueur axiale inférieure à 26 mm. Voilà. Donc, bien sûr, je passe rapidement sur l'examen. Nous savons tous qu'il faut toujours, devant un enfant, rechercher des antécédents de myopie dans la famille. Il faut s'assurer de ses habitudes, est-ce qu'il travaille de près, la qualité de l'éclairage, s'il va dans le jardin, l'âge d'apparition, la progression. Alors ici, il faut retenir qu'il est très important de cette notion de population à risque. Quand vous prenez en charge un petit, très tôt, un petit enfant, il faut savoir s'il va être à risque de faire une myopie ou progression de la myopie. Et voici donc la population à risque. Donc tous les enfants qui ont moins de 9 ans sont à risque de développer, de devenir myopes. Alors on vous dit que les faibles hypermétropies, pour les faibles hypermétropies, il s'agit d'enfants qui sont pré-myopes. Donc les petits qui ont une hypermétropie de moins de plus 0,75 à l'âge de 6-7 ans sont à risque de devenir myopes. D'où l'intérêt et l'importance de faire des cycloplégies régulièrement chez ces petits, même lorsqu'ils ne sont pas strabiques. Donc voilà, il va à l'école, il a 6 ans, il n'a pas besoin de lunettes, c'est extraordinaire. Souvent les parents sont rassurés. Non, il ne faut pas être rassuré parce que ces petits vont grandir, leurs yeux vont grandir et ils peuvent devenir myopes. Bien sûr, quand on a une progression de la myopie de moins 1 dioptrie par an, quand au moins un des parents est myope, bon, les Asiatiques, je suis obligée de les citer, puis quand on a, je le redis, des activités extérieures de moins d'1 heure et demie par jour et un travail de près de plus de 2 heures et demie par jour. Bien sûr, réfraction sous cycloplégique pour éliminer un spasme d'accommodation, je vous passe tout cela, acuité visuelle avec et sans correction, correction totale, corriger tout astigmatisme associé. Je vous rappelle encore que l'astigmatisme est très embryogène et qu'il faut commencer chez les petits par le corriger, ne pas avoir peur de donner une correction optique totale. On avait parlé d'anisométropie. Je profite pour vous dire que les petits qui ont une forte anisométropie, eh bien, nous leur prescrivions leur correction optique totale. Alors, bien sûr, examen de la vision binoculaire, de l'équilibre oculomoteur. Ceci est très important. Cherchez une trophie, cherchez une tropie, cherchez une phorie. On ne parle pas seulement d'enfants ce soir. Vous qui faites beaucoup de chirurgie réfractive, vous le savez, qu'avant d'aller faire un ASI, il faut voir si votre malade n'a pas une petite tropie. Il faut aller les chercher, longueur axiale, topographie cornéenne. Bref, vous connaissez tout ça. Examen ophtalmologique complet chez les petits, également chez les grands et également chez les petits. Alors, de quoi disposons-nous maintenant pour corriger ou prendre en charge les myopes? 3 types de moyens, 3 groupes on va dire. Soit on corrige la myopie, mais on ne contrôle pas la progression de la myopie. Soit on corrige et on contrôle la progression de la myopie. Ce serait l'idéal, comme vient de nous l'expliquer Nedef. Ou bien on va contrôler la progression sans corriger la myopie. Alors on va avoir, je vais commencer par les moyens qui corrigent, mais ne contrôlent pas la progression. D'abord, je vous rappelle qu'au niveau des verres monofocaux, il ne faut pas faire de surcorrection, mais non plus, pas de sous-correction non plus. Alors, on vous dit que quand vous faites une sous-correction de 0,75 dioptrie, vous avez 30% de plus de prescription supplémentaire en valeur à 2 ans. Donc, une sous-correction de la myopie en verres monofocaux favorise la progression de la myopie. Et vous allez avoir une myopie axiale plus importante à long terme. Alors, qu'en est-il des lentilles de contact monofocales? Bien sûr, c'est l'indication phare. La myopie est l'indication phare, surtout quand vous avez une forte myopie ou bien une anisométropie. Esthétiquement, c'est beaucoup mieux, parce que quand vous avez de gros verres, vous allez avoir de petits yeux.
donc c'est bien d'être corrigé en lentille de contact. Elles permettent un élargissement du champ visuel, les images sont plus grandes, on gagne au moins un dixième en acuité visuelle, on voit mieux parce qu'on a un meilleur contraste. Et vous savez qu'on peut prescrire chez l'enfant des lentilles rigides, perméables au gaz, qui permettent une bonne acuité, une bonne qualité optique, une innocuité à long terme. Toujours quand même se méfier des complications infectieuses quand vous prescrivez une lentille de contact. Et puis bien sûr, on peut associer la correction de l'astigmatisme dans tous les cas. Je vais passer rapidement sur les techniques réfractives, vous les connaissez mieux que moi. La PKR, qui traite entre moins 1 et moins 6 dioptries. Le LASIK, c'est actuellement la technique la plus pratiquée, entre moins 1 et moins 12 dioptries. Le femtolasique, le lenticule intrastromal, donc le SMILE, les inlays intracornéens, les anneaux intracornéens, les implants FAC, l'implantation du pseudo-FAC. Alors, je passe donc sur la chirurgie réfractive. Nous avons vu jusque-là les solutions qui corrigent la myopie, mais ne corrigent pas la progression. Alors maintenant, de quoi disposons-nous pour corriger la myopie et contrôler la progression de la myopie, dans le but d'assurer une vision claire en permanence et d'éviter une demande accommodative excessive. Merci Nedel, je ne suis pas obligée de réexpliquer tout cela. Alors, les verres bifocaux et les bifocaux prismatiques, ils diminueraient de 50% la progression à 3 ans. Dans les bifocaux, vous avez une addition de plus 1,5 à plus de dioptries. Et dans les bifocaux prismatiques, vous avez en plus un prisme de 3 dioptries. Les Asiatiques, c'est très à la mode donc, dans ces pays-là. Et puis, on peut les prescrire chez les forts myopes avec une progression très importante. Les verres progressifs, donc la progression, ou les verres progressifs classiques, diminuerait de 24% la progression de la myopie à 3 ans, mais on a remarqué qu'il y a un taux élevé d'abandon du port et parce qu'on peut voir des phories avec un lag accommodatif important. Alors, ceci pour les verres. Alors, 2 types de verres, je suis obligée de les citer pour rester quand même scientifique. Donc il y a 2 types de technologies si vous voulez. Les verres Oya Mio Smart, donc c'est la technologie Defocus Interpolated Multiple Segment, qui donne une correction visuelle grâce à la zone centrale avec une réduction de l'évolution de la myopie grâce à la zone périphérique qui est alvéolée, ce qui donne un flux d'images équilibré entre la correction visuelle et la frénation de la myopie. Et puis les verres Essilor, c'est une technologie Highlight Aspherical Lenslet Target. Ce sont des micro-lentilles qui sont fortement asphériques avec une zone de vision unifocale et une constellation périphérique d'un millier de micro-lentilles invisibles réparties sur 11 anneaux. C'est un petit peu ce que vous venez de nous expliquer, Nedel. Alors, les lentilles souples multifocales donnent également une vision centrale de loin, mais dans ces cas-là, il y a une addition périphérique progressive et concentrique. Le concept, c'est de diminuer le défocus hypermétropique périphérique. Elle diminuerait donc la progression de la myopie de 50% à 2 ans avec une diminution de l'allongement axial dans pratiquement un tiers des cas. L'orthokératologie, donc le concept là, c'est l'aplatissement et la diminution de l'épaisseur cornéenne centrale avec une augmentation de l'épaisseur en moyenne périphérique. Donc c'est le port de lentilles cornéennes rigides, contact rigide pendant la nuit. Et le principe, c'est d'avoir par contre une vision nette au cours de la journée sans lentilles de contact. On obtiendrait 40% de stabilisation de la myopie avec une correction de la myopie jusqu'à moins 4 dioptries 50. On peut toujours en parler après, je vous donnerai un avis personnel. Alors, les moyens qui contrôlent la progression sans corriger la myopie, bien sûr, les activités extérieures, donc l'apport d'un facteur inhibant le message myogène, ça diminue le myosis, augmente la profondeur de champ, donc 3 croix. Alors, les collyres. Les collyres pour ralentir la myopie, donc ce sont des collyres, c'est un collyre en fait qui va avoir un effet freinateur indiscutable sur l'évolution de la myopie. Et je vous le dis sincèrement, j'ai fait beaucoup de bibliographie, j'ai l'impression
j'ai le sentiment que jusque-là, c'est pratiquement le moyen de freination le plus certain. Voilà, donc c'est, ou peut-être qu'ailleurs il n'y a pas suffisamment de recul. En tous les cas, il semble que pour le moment, c'est le meilleur moyen de freiner la myopie, le plus sûr en tous les cas d'un point de vue études scientifiques. Alors, donc les molécules impliquées ont des effets dits antimuscariniques qui se caractérisent par la conjonction d'une dilatation de la pupille et d'une paralysie partielle ou complète de l'accommodation. Bien sûr, l'atropie, avec un mécanisme d'action exact de ces agents. Par contre, le mécanisme exact d'action de ces agents muscariniques pour expliquer le ralentissement de la myopie, il est toujours inconnu. Est-ce que c'est une réduction de l'accommodation? Est-ce que c'est l'effet de la mydriase qui augmente la quantité de lumière captée par la rétine? Est-ce qu'il y a une inhibition des récepteurs muscariniques? En tous les cas, efficacité et sécurité de l'atropie à 0,01%. Jusque-là, c'est, disons, le moyen le plus, en tous les cas, d'un point de vue scientifique, c'est le plus sûr pour le moment. Alors, malheureusement, des effets indésirables parfois prononcés. En tous les cas, il y a plusieurs concentrations d'atropine qui ont été testées et il semble que c'est la concentration à 0,01% qui est la plus efficace. Alors, bien sûr, les indications, quand on a une progression de la sphère par 0,5 dioptrie ou de la longueur axiale de 0,2 mm par an, actuellement, il n'y a pas de consensus. Ça va se discuter en fonction de l'âge. Est-ce qu'il faut penser dans ces cas-là à la freination de la myopie? On ne sait pas encore, ce n'est pas pour le moment, c'est discuté. On peut peut-être continuer seulement à surveiller. Alors, bien sûr, ces indications vont être adaptées en fonction du contexte familial, la demande des parents, excusez-moi pour le S, et l'adhérence au choix thérapeutique. On ne peut rien imposer. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'il faut quand même une durée minimum de 2 ans. Que ce soit que vous prescriviez des verres ou que vous mettiez d'atropine, il faut attendre, il faut savoir attendre pour voir l'efficacité. Au moins 2 ans, on peut étendre le traitement bien sûr jusqu'à l'adolescence. Surveiller, toujours surveiller pour guetter la progression. Et si on doit arrêter, il faut arrêter de façon progressive tout traitement pharmacologique pour éviter l'effet rebond. Donc pour terminer, à la mode, la freination de la myopie ou la myopie d'une façon générale, parce qu'on assiste effectivement à une flambée entre guillemets du nombre de la myopie de nos jours. Correction et freinage, en tous les cas, il faut retenir, il faut repérer la population à risque. Maintenant, nous recevons des enfants de plus en plus jeunes, les parents sont conscients, ils amènent leurs enfants en consultation, surtout s'ils sont myopes, corrigés par lunettes, par lentilles de contact ou par chirurgie réfractive, n'a aucune action sur le freinage de la myopie. Ce qui est sûr que l'hygiène de vie semble être, avoir un intérêt de plus en plus important. Le temps passé à l'extérieur est très important, donc partez dans les jardins, voilà, et puis diminuer le travail de près. Je me souviens qu'on nous disait qu'il fallait regarder loin devant, donc regarder l'horizon maintenant, avec tout ce qu'il y a comme immeubles, comme gratte-ciel, bon, c'est vrai qu'on regarde de moins en moins loin. Et puis, bien sûr, alors actuellement, quand même, les verres bifocaux, les verres progressifs, les lentilles multifocales semblent avoir un apport, probablement au niveau de la freination de la myopie. Il faut encore attendre puisque c'est quand même tout nouveau. L'orthokératologie a également évoqué, elle semble être intéressante. Je vous le dis tout de suite, et pour moi, je n'oserais pas, c'est personnel, je n'oserais pas laisser une lentille de contact la nuit dans l'œil d'un enfant. C'est personnel, je n'en ai pas l'expérience, je n'ose pas le faire. Après, on peut toujours discuter s'il y a des collègues ici qui en ont l'expérience. Et puis, pour le moment, d'un point de vue scientifique, c'est l'atropie qui semble être le moyen le plus efficace pour la freination de la myopie. Là aussi, il faudrait que nous puissions trouver sous nos cieux l'atropine à 0,01%, ce qui n'est pas évident.
Et puis, avec tout le soleil que nous avons, ce n'est pas non plus facile de mettre des enfants sous atropine chez nous. Voilà, je vous remercie.